On a tendance, et je trouve, à se créer des problématiques parce qu'on ne voit pas la différence entre ces trois domaines. Il y a la libido, le désir sexuel et le désir amoureux. Je peux vous montrer des couples qui font l'amour tous les jours et qui s'aiment plus du tout parce qu'ils dissocient les sentiments du sexe, et des gens qui ont très peu de rapports sexuels et qui s'aiment follement. C'est un bazar sans nom qui arrive avec cette maladie parce qu'elle chamboule tout. Il y a les enfants à protéger, enfin voilà, il y a tellement de choses. Donc la sexualité, autant dire, c'est pas une priorité. Mais la sexualité, elle, oui, à un temps donné, elle peut être absente, c'est pas grave. Et elle va revenir derrière, ou s'il faut, nous on est là pour aider à ce qu'elle revienne. La fantasmatique, c'est ce qui nourrit notre imaginaire érotique, c'est ce qui nous donne l'envie d'aller vers la sexualité. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Tout d'abord et avant tout, ce podcast s'adresse à tout le monde parce que la libido, le désir sexuel et le désir amoureux concernent tout le monde. Qu'est-ce que j'ai adoré cet échange avec Sébastien Landry, qui a de multiples casquettes, dont celle de psychosexologue, spécialisé en cancérologie et directeur de la super collection de livres, Et si on allait mieux, qui promeut la santé sous toutes ses formes, y compris celles auxquelles on ne pense pas. Aujourd'hui, nous allons faire la distinction entre la libido qui est physiologique, le désir sexuel qui se passe au niveau du cerveau et qui entraîne bien évidemment une réponse physiologique, et le désir amoureux qui concerne les affects. Eh bien, la confusion entre les trois peut entraîner des problèmes, donc merci à Sébastien de remettre de l'ordre dans tout cela. Il va aussi remettre de l'ordre dans toutes ces définitions de la sexualité. C'est quoi au fond la sexualité ? Est-ce que les caresses, la tendresse, les moments rien qu'à deux, c'est déjà de la sexualité ? Redéfinir le terme permet de déculpabiliser dans certaines circonstances. Merci pour ce nouveau regard. Nous parlerons aussi du fantasme, de l'importance du fantasme, de l'imaginaire fantasmatique pour aider à rebooster le désir sexuel. Tant de choses et d'événements peuvent perturber ce désir. La maladie, les traitements, le manque d'estime de soi, la fatigue, la tête pleine de beaucoup trop de préoccupations, le boulot, les enfants, un paquet d'années de mariage qui enlève ce côté nouveau que le cerveau aime quand même vraiment bien. Bref, tant de choses. Sébastien nous donne des tips and tricks. Ses ouvrages sont super pratiques et nous avons couvert pas mal de sujets qui permettront de déjà mettre certaines petites choses en place chez soi sans pour autant consulter. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à nous écouter et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Je suis très très contente de t'entendre aujourd'hui parce que je suis confinée, covidée, donc j'espère qu'il n'y aura pas des hatchoum dans tous les sens, mais on les coupera. Je voulais absolument pas annuler ce podcast. En fait, ça fait des mois que je voulais te demander de témoigner parce que tu es très engagée dans le domaine du cancer. Tu te présenteras, on commencera par te présenter. Bon, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais pour ceux qui te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes. Et je vais te dire qu'en fait, je t'ai entendu dans ce podcast. Comment est-ce qu'il s'appelle ? C'est un 20 minutes quelque chose ou Oui, c'est 20 minutes en fait, ça s'appelle le 20 minutes. Le 20 minutes, voilà. Ouais. Ça n'avait rien à voir avec le monde du cancer, mais tu parlais de fantasmes. Et je me suis dit, nom d'un pétard, celui-là, il faut absolument qu'il vienne parler du fantasme parce que c'est peut-être l'arme fatale pour toutes les personnes qui sont touchées par la maladie. On parle pas que du cancer, on parle d'autres maladies ou toutes personnes qui ont eu des épreuves de vie compliquées
ou même toutes les personnes qui sont mariées déjà depuis un certain temps, où c'est le désir sexuel et la libido diminuent un petit peu. Alors aujourd'hui, on va faire un peu un focus sur les personnes touchées par la maladie, et puis tu peux chaque fois faire une distinction en fait, hein, mais vraiment, je tiens à dire que ce podcast s'adresse à tout le monde. Alors, on avance un petit peu en freestyle parce que c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup parlé, donc j'aimerais bien que tu me surprennes avec plein de tips and tricks. Je trouve que c'est très important de mettre des mots sur les mots. C'est très important de déculpabiliser, comme tu fais toujours très très bien, mais on a envie d'avoir des petits trucs et astuces aussi. Et voilà, je vais juste commencer par dire que, je pense que tu nous en parleras aussi, que quand même fatigue, stress chronique, on peut pas dire que le cancer n'est pas un stress chronique. Après tous les problèmes dus à l'hormonothérapie, sécheresse vaginale pour certaines, difficulté d'atteindre l'orgasme pour d'autres, voilà, tout ça n'est pas un cocktail absolument extraordinaire pour le désir sexuel et la libido. Donc voilà, maintenant je te laisse parler. J'aimerais d'abord que tu commences par te présenter, expliquer tous les livres que tu as écrits et tout, parce que c'est pas que dans le domaine de la sexologie. Il y a plein, et je pense d'ailleurs qu'on va tourner encore un autre podcast, comme on avait discuté. Et puis alors, cette distinction entre tes 3 éléments, je vais te laisser parler. Merci. Donc oui, moi je suis Sébastien Landry. Alors 2 casquettes, on va dire principales. Mon métier, mon tout premier boulot, c'est l'activité physique adaptée. Donc j'ai commencé dans ce domaine, dans la cancérologie également. Et après, j'ai poursuivi mes études et je suis devenu sexologue avec toujours la spécialité des pathologies chroniques, même si de plus en plus j'interviens dans le handicap aussi, la déficience intellectuelle et aussi dans tout ce qui touche à l'éducation à la sexualité, parce qu'on a vraiment du travail dans ce domaine. Alors, j'enseigne aussi à l'université, prof de psychologie, je fais beaucoup d'interventions en sexologie également. Je fais un petit peu de recherche. Je suis associé sur des projets, notamment le projet BioCare Factory, qui s'intéresse à la fatigue liée au cancer. Alors là, très spécifiquement, c'est un gros travail. Ce sera probablement un podcast aussi. Bien sûr. Et voilà, un peu de recherche, pas mal de conférences, de formation de professionnels de santé. J'essaye de faire du grand public aussi, avec notamment les livres. Je dirige la collection « Et si on allait mieux ?» aux éditions Impress, où c'est une collection qui s'intéresse vraiment à la santé de façon très large. Donc, je suis pas le seul auteur, bien entendu, je connais pas tous les domaines. Mais on essaye d'avoir des auteurs qui vont pouvoir parler simplement et surtout donner des conseils pratico-pratiques en cas de problème. Là, mon prochain livre qui va sortir au début octobre, c'est sur la fatigue et la sexualité, sa répercussion en fait sur la sexualité, mais pas juste dire on est fatigué, il y a moins de rapports sexuels ou il y a des difficultés dans la sexualité, mais surtout expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois diminuer cette fatigue et à la fois améliorer sa sexualité. Donc l'objectif de ces ouvrages, c'est toujours du pratico-pratique, d'apprendre des choses et de pouvoir essayer de mettre en place des solutions directement chez soi, sans forcément aller voir un thérapeute ou un professionnel. S'il y a besoin, bien sûr, on y va, mais il y a des choses qu'on peut faire seul. Donc voilà, un petit peu mes activités. Tu peux nous dire, juste nous rappeler les titres de cette collection. Il y avait l'après-cancer, il y a aussi quoi, l'activité physique aussi. Alors il y a un livre sur l'après-cancer, sur l'activité physique adaptée. L'après-cancer, en fait, donc il y a eu un podcast, donc c'est avec Gersand qui l'a écrit, voilà. Et puis un autre sur l'activité physique adaptée en cancérologie. Parfait. Il y a un livre sur l'activité physique pour les personnes vieillissantes. Mm-hmm. Donc ça, c'est un spécialiste de Nice qui a écrit ce livre, Frédéric Chorin. On a après des livres autour de la pornographie, la sexualité avec l'âge, le désir sexuel, l'éjaculation précoce, le cancer aussi, la sexualité. Je pensais que c'était plus sur la cancérologie, en fait, cette collection. Non. Il n'y a pas que... Ok, d'accord. Pas du tout. En fait, vraiment, on s'ouvre à tous les domaines. Là, par exemple, les 2 prochains livres qui sortent, c'est sur la fatigue et la sexualité, mais alors pour tout le monde. Et aussi un livre qui a été écrit par une consoeur sur la transidentité. Donc, rien à voir.
vraiment avec la pathologie chronique, là du tout. Donc vraiment, on a des ouvrages, on va en sortir un dans quelques années sur les troubles musculo-squelettiques, sur la fertilité et l'impact que ça peut avoir le parcours de PMA, procréation médicalement assistée, sur la sexualité des couples. Voilà, on est vraiment C'est dans génial. cette collection ouverte au domaine de la vie, en fait. Et honnêtement, cette collection est géniale. Elle est super agréable à lire. Elle est pratique. Il y a ces petits. Bon, après dans le livre Après cancer, il y avait toutes les illustrations, puis des petits. Là, écoute, enfin, avant le podcast et hier soir, j'ai lu Le désir sexuel. Il y a les petits tips. Enfin, c'est vraiment super bien fait et super agréable. On a presque envie de souligner au fluo. Voilà, on dirait qu'il est fait pour ça. Alors, on va aller dans le vif du sujet. C'est quand on s'est parlé il y a 2 semaines, tu m'as dit. Allez, maintenant, il faut faire la distinction entre 3 choses. Donc, je te laisse nous expliquer. Exactement. On a tendance, et je trouve, à se créer des problématiques parce que on ne voit pas la différence entre ces 3 domaines. Il y a la libido, le désir sexuel et le désir amoureux. C'est pas une seule dimension. C'est vraiment 3 choses qui sont distinctes. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, j'entends trop souvent des personnes qui « Ah, t'as plus envie de sexe, c'est peut-être que tu l'aimes plus ». Alors, on mélange tout. Donc, la libido, elle est purement hormonale. C'est le fruit de nos hormones sexuelles. Homme comme femme, on a de la testostérone, des oestrogènes et de la progestérone. Bien sûr, des quantités différentes. L'homme, c'est beaucoup la testostérone, les femmes, oestrogènes et progestérone. Mais ce sont ces hormones sexuelles qui nous donnent une pulsion. C'est-à-dire, là, j'ai envie de sexe, mais j'ai envie de sexe, je me masturbe et c'est réglé, quoi. J'ai une pulsion sexuelle. Par contre, le désir sexuel, lui, c'est une dimension purement psychologique. C'est-à-dire que une personne bien identifiable me crée une excitation sexuelle. C'est-à-dire, quand je la vois, quand je pense à elle, j'ai envie de sexe, et si possible avec cette personne. C'est-à-dire que là, c'est vraiment très orienté, le désir sexuel. Et mais donc, c'est plus au niveau du cerveau, hein? Complètement. L'autre est corporel. Voilà. Et puis, le désir sexuel est plutôt au niveau du cerveau. Exactement. Oui. Et puis après, même s'il crée l'envie au niveau du corps. Oui, c'est ça. De toute façon, parce que l'excitation psychique crée une excitation physiologique. Oui, donc, bien je suis excité dans la tête, j'ai une réponse au niveau des organes génitaux. Oui. Mais elle est très importante, cette dimension-là. Ça voudrait dire qu'une femme qui n'est jamais excitée psychiquement, qui n'a pas de désir sexuel, en gros, elle a envie de sexe que quand elle a son ovulation, en gros, c'est sa période de rut, comme les animaux. Si elle est que soumise à ses hormones, ça fait ça. Il y a des périodes de rut, des périodes plus du tout envie de sexe. Nous, les hommes, comme on refait la testostérone toutes les nuits, on pourrait dire qu'on est toujours en rut. Parce que le pic remonte tous les matins, on a le dosage de testostérone qui est là. Donc, mais si les femmes écoutaient simplement leur libido, elles auraient envie que quelques jours par mois d'avoir des relations sexuelles. Ça, c'est tout à fait physiologique, quoi, en fait. Complètement. Et le désir sexuel est complètement psychologique. Pour qu'un désir sexuel s'exprime, il faut que la tête, elle aille bien. C'est-à-dire que la tête, c'est un réservoir. Quand elle est pleine, elle est pleine. Donc, si j'ai des soucis, j'ai peur, je sais pas, avec des traitements, que ça se passe mal, j'ai peur de mourir, je sais pas, je suis stressé par mon travail, les enfants, je pense à plein de choses. La tête est pleine, le désir sexuel, lui, est écrasé, donc il y en a plus. D'accord? Et donc, faut lui faire de la place pour qu'il s'exprime. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit souvent les couples, quand même, qui ont plus de rapports sexuels ou plus envie de rapports sexuels en vacances, loin de la maison, loin des enfants, quand on a des enfants, quand vraiment on est libre, parce que la tête, elle lâche prise totale, et là, le positif, le désir sexuel peut s'exprimer. J'aimerais bien qu'on revienne justement qu'on puisse nommer, en fait, tout ce qui vient empêcher, mais donc, toi, fatigue, stress et tout ça, mais tu me définis d'abord le désir amoureux, comme ça on a vraiment les 3, en fait. Donc, désir sexuel, on a compris, libido, on a compris, et le désir amoureux sont nos affects. C'est vraiment les sentiments qu'on a, c'est notre lien d'attachement, en fait. On crée du lien avec la personne avec qui on est. Ce qui compte, c'est ce lien. L'autre est pour nous. Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est-à-dire, je peux être follement amoureux de quelqu'un, mais par contre, être tellement stressé, tellement fatigué que j'ai plus envie de sexualité, mais ça remet pas en question les sentiments pour la personne. Et ça, on a tendance à mélanger parce qu'on a des croyances comme quoi un couple qui va bien, c'est un couple qui fait l'amour. Je peux vous montrer des couples qui font l'amour tous les jours et qui s'aiment plus du tout parce qu'ils dissocient les sentiments du sexe, et des gens qui ont
très peu de rapports sexuels et qui s'aiment follement. Donc c'est important de distinguer vraiment ces 3 dimensions parce que sinon on se torture soi-même et c'est dommage. Alors, je vais pas tomber dans des stéréotypes, mais pour beaucoup de femmes, le désir amoureux et le désir sexuel, c'est souvent lié. En fait, tu vois, il y a 2 types de personnes, vraiment, si on met 2 grandes catégories. Même s'il n'y a pas que 2 grandes catégories, chaque personne est différente. Oui, c'est ça, on va pas tomber dans des stéréotypes. Voilà, c'est ça. On Mais peut c'est vite pour donner, tomber en plus. ouais, c'est juste pour visualiser, en fait. Parce que je le vois en consultation quand j'ai des couples qui sont pas d'accord sur la fréquence des rapports sexuels. Je comprends pas, moi j'ai envie, elle a pas envie, des fois c'est l'homme qui a pas beaucoup d'envie et la femme qui a beaucoup d'envie. C'est-à-dire qu'en fait on a des personnes pour qui le sexe, ça permet de solidifier le couple. C'est-à-dire si on a des rapports sexuels, c'est qu'on s'aime, c'est que notre couple va bien, donc ils ont des rapports sexuels pour que leur couple vraiment soit fort. Et on a d'autres personnes qui sont à l'opposé, qui eux ont besoin que le couple aille bien, c'est-à-dire qu'il y ait des petites attentions, qu'il y ait de l'affection, qu'il y ait de l'amour, des signes au moins, pour que la sexualité s'exprime. Alors il y en a un, si on est en couple et qu'on ait 2 visions différentes, et ça arrive souvent, homme comme femme. Alors si l'homme rentre, il a une journée chargée, il a envie de décompresser et il veut s'envoyer en l'air pour décompresser, mais que sa femme, elle, toute la journée, elle a pas eu de nouvelles de lui, elle s'est occupée des enfants, elle a fait les courses, elle a travaillé, elle est comme ça, elle est un peu plus, c'est une cocotte minute, elle veut souffler, et l'autre, il lui saute dessus. Et non, peut-être avant, on s'est pas embrassé de la journée, on n'a pas eu d'attention. Voilà, c'est 2 types de personnes, en fait, voilà, il y a des nuances partout, tout le monde a des nuances. Bien sûr. Mais tu vois, c'est deux domaines, vraiment deux grandes catégories de personnes. Oui, et puis tu as lu ce livre, les 5 langages de l'amour? Non. Ah, ça c'est formidable aussi. Puis il y a des gens qui ont différents langages. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'attention. Il y a des gens qui sont plus physiques. Il y a des gens. Donc, merci en tout cas pour cette distinction désir sexuel, libido et désir amoureux, et nous répéter à quel point pendant tout le podcast c'est important de faire la distinction. Et j'aimerais bien qu'on parle de la maladie. Le cancer du sein, mais pas que le cancer du sein qui abîme quand même solidement cette libido. Bon, on va dire aussi la ménopause, on va dire les couples mariés depuis un paquet d'années. Enfin, on va de nouveau pas généraliser, mais voilà. Donc, explique-nous un petit peu dans le cas de la maladie. Quand il y a une pathologie, surtout une pathologie chronique qui fait peur, parce que faut être honnête, faut dire ce qui est, le cancer, ça fait peur. Donc quand on annonce, quand il y a un diagnostic de cancer, je pense pas que la première chose c'est bon, je vais annuler ma journée, on va voir, c'est pas ça qui se passe dans la tête, c'est que la personne panique, c'est une maladie qui fait extrêmement peur, il y a la peur peut-être de mourir qui est présente, il y a la peur de l'inconnu, toute cette organisation qu'il va falloir mettre en place, l'oncologue qui nous sort une liste de traitements qu'il a déjà planifié tout ça sur 18 mois. Là, on est là, il y a le choc, on se dit qu'est-ce qui m'arrive, c'est extrêmement difficile. Le temps de s'approprier tout ça, comment imaginer que la sexualité puisse s'exprimer alors qu'en fait la sexualité n'est pas vitale. Ce n'est pas un besoin vital, la sexualité. C'est-à-dire que quand j'entends des gens qui me disent si c'est un besoin, non. Alors là, on peut arrêter d'avoir des rapports sexuels, on va pas mourir demain. Par contre, on arrête de manger, on arrête de boire, on arrête de dormir, oui, c'est la mort qui nous attend. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est pas un besoin. La tête, elle va mettre des priorités. La priorité, c'est de se battre contre la maladie. C'est de gérer peut-être le travail parce qu'il y a des personnes, hélas, qui n'étaient pas en CDI, qui sont pas fonctionnaires, qui peut-être sont à leur compte et faut gérer les papiers. Qui va me remplacer? Est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois? Les prêts. C'est un bazar sans nom qui arrive avec cette maladie parce qu'elle chamboule tout. Il y a les enfants à protéger. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Donc la sexualité, autant dire, c'est pas une priorité. Donc, elle va s'effacer. Mais tu sais, merci de le dire parce que ça enlève déjà toute culpabilité, en fait. Et puis, c'est un chouette message aussi pour les accompagnants, tu vois, que tu nommes tout ça. Bien sûr, puis c'est la réalité. Je suis pas là à raconter des choses. Moi, je l'entends au quotidien. C'est une souffrance, c'est difficile. Arrêtons 2 minutes. Enfin, je veux dire, oui, je suis sexologue. Je vais pas dire que la sexualité c'est pas bien. C'est mon métier. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes et je pense que le sexe peut
à un moment de la vie, être mise entre parenthèses. Quand on ose dire aux gens, votre vie elle va être mise entre parenthèses pendant les traitements, ça, moi, je trouve ça difficile parce qu'on met pas une vie entre parenthèses. La vie, ça se met pas entre parenthèses, ça se vit, c'est tout. Mais la sexualité, elle, oui, à un temps donné, elle peut être absente. C'est pas grave. Et elle va revenir derrière, ou s'il faut, nous, on est là pour aider à ce qu'elle revienne, et elle peut être super épanouissante derrière. Elle sera différente, sûrement. Je vois pas pourquoi on dit à tout le monde, il y a un avant et un après cancer, et que la sexualité, elle sera intacte. Eh ben non, elle est aussi altérée. Et ça, c'est important. Et puis, quand je vois des couples où la personne qui est malade, qui je vois le conjoint ou la conjointe qui insiste pour retrouver une sexualité, c'est plus comme avant, bah, c'est aussi que la personne fait mal les choses. Parce que le rapport sexuel, moi, quand j'entends des gens qui me disent, j'aimerais bien trouver ma sexualité de mes 20 ans, moi, quand j'entends ça, je me dis, ça va pas être terrible, hein. À 20 ans, on n'est pas extraordinaire. C'est comme tout. Je veux dire, c'est comme quand on apprend à conduire. Si on me dit demain, j'aimerais reconduire comme quand j'ai passé mes séances. Ton exemple. Non. Donc, en fait, la sexualité, c'est comme toute dimension de la vie. Il y a un apprentissage, il y a une expérience. Et ça évolue. Et la maladie, elle va venir altérer quelque chose vraiment au niveau de l'intimité, de la sexualité, quelque chose de fort. Et la sexualité va être modifiée. Mais je dis pas qu'elle sera mauvaise. Si les gens ont cette capacité d'adaptation, si le couple, parce que là, c'est le couple, qui est capable de s'adapter à des choses peut-être qu'on ne peut plus faire comme avant parce qu'il y a des douleurs, on en reparlera sur ce qu'il peut y avoir comme problématique, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a des sensations désagréables dans le toucher, parce que le corps, on se reconnaît plus et on a du mal à prendre du plaisir soi-même avec son propre corps, c'est dur de partager avec l'autre. Et bien, si le partenaire et si la personne malade, les deux ensemble sont capables de se dire, attends, et si on repartait d'une page un peu vierge sur la sexualité. On a connu des moments, voilà, maintenant on va se redécouvrir. On va construire ensemble notre sexualité d'aujourd'hui. Et arrêtons de penser à la sexualité constamment d'hier. J'ai envie de te couper parce que parfois, après la maladie, des personnes peuvent se dire « je rêve de la sexualité d'avant » et on se rend compte que la sexualité d'avant n'était quand même pas si terrible que ça en fait et on met tout sur la maladie. Alors je dis pas, c'est vraiment pas une généralité, mais c'est parfois aussi un moment pour repenser tout ça, tout remettre en question, quoi. Mais en fait, beaucoup de moments de la vie devraient servir à ça, c'est-à-dire sur le couple, parce que c'est vraiment des choses qu'on entend hors maladie, partout, dire c'est plus comme avant on faisait ça, Oui, mais arrêtons de vivre aussi dans le passé, et peut-être qu'on a changé, peut-être qu'il y a des choses. Ouais. Si on fait toujours la même chose, sexuellement parlant, c'est comme tout domaine de la vie, on est lassé. Il y a une routine qui s'installe, il y a plus de surprise, il y a plus d'envie. Parce que le cerveau, il aime bien, lui, découvrir de la nouveauté. Donc, il faut, même à n'importe quel moment de la vie, il faut se dire, sans attendre une maladie, sans attendre une grossesse, sans attendre un vieillissement, toutes ces choses-là de la vie qui font qu'il y a un impact sur la sexualité, des fois, se dire, attends, là, on pourrait arrêter de le faire un petit moment dans le lit. On le fait tous les jours depuis 20 ans dans le lit. Juste ça. Des choses qui pimentent un peu, prendre une douche à deux, partir en voyage, faire l'amour dans la voiture, parce que c'est pas obligé d'avoir un rapport sexuel avec pénétration, ça peut être de la masturbation, ça peut être des caresses, on peut se donner tellement de plaisir autrement que par la pénétration. Mais il faut juste en parler, communiquer, et beaucoup de couples ne le font pas, et se dire voilà, c'était bien avant, aujourd'hui c'est moins agréable, peut-être à cause du cancer, peut-être à cause des traitements, c'est vrai. Mais dire là, aujourd'hui, ça ne me plaît plus. Donc, si ça me plaît plus, je vais plus avoir envie. Si je me force, à un moment donné, je vais être dégoûté. Et après, il y aura plus du tout de sexualité. Donc, de vraiment construire ensemble ou de reconstruire, je sais pas comment on peut faire. Enfin, je sais comment on peut faire, mais c'est-à-dire de poser les choses et de dire voilà, avant, on avait cette sexualité-là, vraiment j'aimais. Hein. Maintenant, je peux plus. Voilà, parce que le cancer fait que j'ai des sécheresses vaginales et c'est douloureux la pénétration. J'aimerais bien qu'on reste un tout petit peu avant de passer aux solutions, qu'on reste un tout petit peu dans vraiment toute cette période où la charge mentale de la maladie est tellement forte. J'aimerais vraiment que tu aies quelques mots pour déculpabiliser pendant tes consultations et tout ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu expliques? Qu'est-ce que tu dis aux femmes? Qu'est-ce que tu dis à l'accompagnant? Je sais, tu viens de le dire dans le podcast, c'est OK, mais qu'est-ce que tu pourrais encore dire aux auditeurs aux auditeurs et auditrices, on va dire. Ouais. Ce que je fais avec mes patients, c'est que je demande, parce que quand la charge mentale elle est élevée, alors s'il y a vraiment énormément d'angoisse, si j'ai une personne qui est face à moi, qui est un stress pas possible par rapport à la maladie et l'incertitude de l'avenir, là, faut aller voir un psychologue.
là, faut vraiment y aller parce qu'il va falloir descendre la pression, d'accord? Et pourquoi ils viennent te voir? Ils viennent toujours pour des problèmes de libido et de désir sexuel, en fait. Ouais, en fait, il Ouais. y a souvent dans la maladie, ils viennent voir parce qu'il y a plus de rapport sexuel et qu'il faut faire Oui. quelque chose parce qu'ils ont peur pour leur couple. Ok. Mais quand moi je vois des fois trop d'angoisse, trop de fatigue, il faut d'abord régler ces problèmes-là. Après, quand D'accord. on pense à la charge mentale, c'est que j'ai des patientes des fois qui me disent oui, alors ouais, là je me mets traitement parce que le soir faut récupérer mes enfants, après je fais les courses, je fais ça. En fait, elles ont un emploi du temps, et même certains patients, des hommes, ont un emploi du temps de ministre pendant les traitements. Quand j'ai des patients et je les appelle, je dis vous êtes disponible quand? Ils me disent quand vous voulez, je suis en arrêt. C'est pas vrai. Je leur propose une date. Ah non, là, j'ai rendez-vous avec le médecin. Pour une date, ah non, là, j'ai radiothérapie. Une date, non, là, j'ai un examen. Donc, je dis, vous êtes jamais dispo. Et en fait, les gens, juste parce que dans leur tête, ils se disent, je suis en arrêt, et l'entourage croit ça aussi. Bien C'est-à-dire que sûr. Ouais. l'entourage se dit, bah, en même temps, elle a que ça à faire. Prendre soin d'elle. C'est pas vrai. Avec le nombre de, nous déjà, dans les structures, combien de fois on fait venir les gens pour des examens, faire de la route pour un truc qui dure 5 minutes. Les gens n'ont pas le temps. Donc en plus, derrière, on se dit, bah oui, comme le partenaire ou la partenaire quand de la personne qui est malade travaille, bah la personne elle culpabilise en se disant, mais moi je suis à la maison, si j'ai pas nettoyé, si j'ai pas fait ça, si j'ai pas fait à manger, alors qui bosse. Donc les gens se chargent eux-mêmes. Et quand des fois je dis, mais la sexualité, elle arrive quand dans votre tête? Bah elle arrive en bas d'une liste qui est grande comme ça. Et sauf que si tout ça c'est pas fait, bah la tête elle est pas dispo à la sexualité qui est en bas. Sauf que tout ça dans une journée, c'est pas possible. Donc, il faut apprendre à déléguer. Est-ce que c'est grave si la maison elle est un peu sale? Non, mais surtout dans le cas de la maladie, tu sais, moi, dans le groupe de soutien, mais j'en étais malade de lire des accompagnants. Bon, après, ce sont des femmes, donc des maris qui étaient pas capables de comprendre que la charge mentale de la maladie était absolument épouvantable et que il y a quand même parfois vraiment des mésententes dans un couple Oui, qui sont c'est compliqué, quoi. Et puis après, avec tout ce qui est image du corps, amputation, faible estime de soi, tout ça, c'est quand même énorme, quoi. bien sûr. C'est pour ça que tout ça, ça se travaille. Donc moi, ça dépend des problématiques. Alors déjà, quand c'est des choses d'une charge mentale qui est liée au quotidien, moi, j'aide les gens à dire, attends, il y a des choses, c'est pas grave, Ouais. ça dégage, faut se faire aider. Vous pouvez avoir de l'aide pour le ménage, etc. Quand c'est vraiment matériel et que c'est, moi, je trouve pas important, même si pour la personne ça l'est, mais je trouve vraiment que c'est pas important. Déjà, on diminue ça. Et après, peut-être des moments à deux, parce que si les enfants sont toujours là pour retrouver une sexualité, c'est pas à 20h ou 22h quand les enfants sont couchés. Avec une journée aussi chargée, avec la tête qui est prise et la maladie, ben, les personnes sont épuisées à 20h. Voilà. Mais donc toi, ton but déjà quand tu aides les gens, c'est de dire on vide cette tête, quoi, Oui, pour on laisser dit la peut-être place à ce désir sexuel, quoi. c'est ça, et on trouve aussi du temps. Mais quand je Ouais. dis je trouve du temps, c'est quand ils viennent en couple, je dis vous allez sortir votre agenda et vous allez vous accorder un temps. Vous êtes Ouais. fatigué le soir, à partir de 19h, vous me dites vous êtes KO. On oublie cette période. Arrêtez de vous mettre la pression parce qu'en plus, quand ils vont au lit, c'est se dire, putain, il va peut-être me demander, il va peut-être falloir que j'ai va falloir me forcer et tout. Ben non, on oublie. Et comme ça, quand le partenaire ou la partenaire est présente et que je dis, bah, on oublie le soir parce que la fatigue. Vous êtes en forme quand dans la journée? Il y en a qui me disent, mais le matin, ça va. Le matin, dès que le temps que je me réveille et que j'ai bien dormi, ça va, ma journée arrive, je sais pas, vers 10, 11 heures, je suis en pleine forme. Ben, il va falloir trouver des créneaux de couple où il n'y a pas d'enfants, où ils sont tranquilles à la maison de 10h à midi. Et pas, il y aura pas forcément à chaque fois des rapports sexuels, mais un temps d'intimité, un temps de couple. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur. C'est on fait des choses à deux et si possible à travers le contact physique, les massages, les caresses, la tendresse, une sexualité en fait. Oui, alors justement, ça c'est bien. Je rebondis sur deux choses parce que dans ton livre, c'est en gras, le couple ne va pas de soi, donc il faut vraiment réserver du temps pour le couple. Et tu parles de toucher, de caresses. Tu m'as expliqué quand on s'est parlé, c'était un couple qui était venu désespéré, on n'a plus de sexualité. Raconte ce que tu leur dis et comment ils se sentent, comment tu les déculpabilises en fait. Oui, en fait, il y a des gens, souvent, ils arrivent, voilà, ils me disent, ça fait un an et demi, on n'a pas eu de rapport sexuel, ça va pas du tout. Et tout de suite, je dis souvent, je dis, ah bon, je dis, vous vous embrassez plus, vous vous touchez plus, vous vous caressez plus. Et là, les gens me disent, ah bah si, ah bah je suis rassuré, vous avez une sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est de la sexualité. Je ne fais pas ça avec tout le monde.
Je m'amuse pas à caresser mes copains, à caresser mes copines, à caresser les gens dans la rue, à embrasser sur la bouche, à être tendre avec tout le monde. Donc c'est ce que je fais avec mon ou ma partenaire, c'est notre sexualité. Et ça, les gens, faut qu'ils l'entendent, ça. Il y a des personnes, des fois, qui me disent, on n'a pas de rapport sexuel, ils se caressent à deux, ils vont jusqu'à l'orgasme, ils se masturbent ensemble et tout. Et ben, je dis, vous appelez ça comment si c'est pas de la sexualité? Les préliminaires, c'est pas ça. Les préliminaires, c'est le petit repas romantique, c'est les petits textos d'attention, c'est les petites fleurs offertes, c'est les gestes dans la journée. Ça, c'est des préliminaires. À partir du moment où on est l'un sur l'autre et qu'on se caresse et qu'on est dans un moment de sexualité, bah, c'est du sexe. Et ça, quand les gens déjà ils comprennent ça, ça fait du bien de se dire qu'en fait, ils ont une vie sexuelle. Et beaucoup ont une vie sexuelle. Sauf que c'est pas celle qu'on se représente parce que nous, on se représente la sexualité pénétrante. Si je demande à n'importe qui à quel âge il a eu son premier rapport sexuel, il va me dire première pénétration, donnée ou reçue. Et pas les orgasmes, les émotions, le plaisir du contact de l'autre, etc. Alors que si ça, c'est pas du sexe, faut m'expliquer, faut me dire, on met ça dans quelle case? C'est pas de l'alimentation, c'est pas du sport, c'est pas de la lecture. Donc dites-moi où est-ce que je mets ça si c'est pas du sexe en fait. Et ça, c'est que les choses changent. Alors je trouve qu'il y a deux choses en fait. Je trouve qu'on est dans une société hyper sexualisée. Oui. Et donc il y a quand même cette idée de performance. Un couple heureux est un couple qui doit faire l'amour X fois par je sais pas en combien de temps on peut calculer, mais voilà. Donc il y a d'un côté cette société hyper sexualisée, et puis de l'autre côté, tout sur Instagram, partout, ces livres, Jouissance Club qui est sorti, on parle maintenant de sexualité sans pénétration. Donc, il y a quand même, je trouve, deux extrêmes. Et il y a aussi, j'étais hyper touchée, d'ailleurs, je t'ai envoyé un petit message la semaine dernière, où c'était sur Brut ou Combini, enfin, je sais plus, enfin, un média, peu importe, mais il y avait ce petit couple adorable qui avait les mains, enfin, ils étaient tout mignons l'un contre l'autre, et ils disaient qu'ils étaient asexuels et absolument, parfaitement heureux. Et donc, je trouve que, voilà, le débat s'ouvre, mais il y a quand même encore cette société hyper sexualisée. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même des progrès. Donc, la sexualité n'est pas, c'est quoi? La sexualité, c'est les gens qui, et ça m'embête même dans la définition même, parce qu'en fait, on dit que c'est des gens qui... Attends, donc on va bien L apostrophe, hein, asexualité, oui, avec le alpha privatif, hein, oui. Exactement. Et ce qui m'embête dans cette définition, c'est qu'on dit que c'est une orientation sexuelle, donc les gens ne l'ont pas choisi, comme toute orientation sexuelle, mais on dit qu'ils n'ont pas d'attrait pour la sexualité. Et ben moi, je trouve que c'est faux. Ils n'ont pas d'attrait pour la sexualité comme nous, on l'entend, c'est-à-dire qu'un acte purement physique de pénétration et de performance, ça les intéresse pas. Mais quand on regarde cette petite vidéo, les mains, elles étaient comment? Hyper tendres. Ils se touchaient. Hyper tendres. Mais oui. Se touchaient. Si ça, c'est pas de la sexualité dans leur couple, ils font pas ça avec tout le monde. C'est qu'ils ont juste une sexualité à base de beaucoup de tendresse, d'affect. Les sentiments sont énormément présents et ils ont beaucoup de plaisir à passer du temps ensemble. Quand je vois des gens qui me disent qu'ils ont une vraie sexualité parce qu'ils en ont fréquemment des rapports sexuels et en fait ils se tiennent même pas la main, ils se touchent pas du tout, bah je sais pas s'ils ont une sexualité qui est si développée que ça en fait. C'est nos définitions qu'on donne et on a mis des étiquettes sur des gens qui n'ont pas un attrait plus que ça pour l'acte physique. Et on les a appelés des asexuels. Je pense qu'on aurait dû les appeler différemment. Mais parce que c'est des gens qui ont une vie sexuelle. Mais beaucoup à base de toucher, de tendresse, d'affect, de partage. Et ce qu'on devrait, nous, peut-être réintégrer plus dans les sexualités, surtout des hétérosexuels, je pense. Est-ce que c'était un TED Talk que j'avais vu où il disait finalement les couples qui duraient le plus longtemps, c'était les couples, mais c'est en anglais, qui cuddle, je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, qui ont de la tendresse, des petits gestes affectueux, mais pas spécialement des gens qui avaient une sexualité comme on l'entend, la définition. Donc, alors maintenant, Sébastien, j'aimerais passer à tout ce qui est finalement fantasme, oui. Que tu nous expliques ce que c'est un fantasme, que tu nous expliques l'importance de ce fantasme, parce que, enfin, ce que tu m'expliquais, moi, en préparation du podcast, c'est que la libido, quand on est sous hormonaux, quand on a eu un cancer, quand on a la chimio, c'est compliqué. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce désir sexuel en rappelant que le cerveau est le plus grand organe sexuel, quand même? Exactement. Mais en fait, c'est simple. Le fantasme, c'est les braises d'une cheminée. Une cheminée ne peut pas faire de flamme s'il n'y a pas de braise. Eh bien, on peut pas avoir une sexualité qui s'exprime
s'il n'y a pas de fantasme. Je vais pas manger si je n'ai pas faim. D'accord? Donc les gens, ils vont à l'envers, c'est-à-dire, alors bien sûr, je peux manger sans avoir faim. Je sais le faire. Au bout d'un moment, ça fait quoi si je fais que manger quand j'ai pas faim? Je suis un peu dégoûté de la nourriture. Si j'ai des rapports sexuels sans avoir d'envie, c'est-à-dire sans avoir de fantasme qui me booste, bah, au bout d'un moment, c'est le devoir conjugal, ça s'appelle ça. C'est atroce, hein. Et bah, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est, bah, je suis dégoûté de la sexualité. La fantasmatique, c'est ce qui nourrit notre imaginaire érotique, c'est ce qui nous donne l'envie d'aller vers la sexualité. Donc, c'est vraiment les images que notre cerveau est capable de créer. Et j'insiste sur créer, parce que le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est la pornographie. Donc les gens consomment du porno, donc le cerveau ne crée rien du tout. Il n'y a plus d'imaginaire, en fait. Il n'y a plus d'imaginaire. Il consomme. Il regarde, il consomme. Moi, j'ai énormément de jeunes de 20 ans qui viennent me voir pour des troubles érectiles, que pendant les rapports sexuels. Tout seuls, ils ont des érections qui fonctionnent super bien. Mais ils sont tombés dans le porno, ils avaient 10, 11 ans, parce que ça commence très tôt. Ils ont découvert la masturbation, ils regardaient déjà du porno, masturbation systématique sur les pornos. Donc en fait, leur tête, bah, c'est pas créé. Donc quand ils sont en couple, bah, ce qu'ils regardent, c'est pas ce qu'ils font, hein, c'est pas la vraie vie, hein, le porno, ce n'est pas la vraie sexualité. Donc bah, ils sont pas assez excités parce que le porno, il va dans une intensité qui est pas du tout ce que l'on voit dans la vraie vie. Donc ils sont pas excités par leur partenaire qu'ils regardent. Donc ils sont obligés de se concentrer sur les images qu'ils ont déjà vues ou qu'ils ont vues la veille, pour que ça les excite, pour que ça crée une érection. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Leur cerveau n'arrive plus à créer. Et ça, c'est facile à faire. C'est-à-dire qu'on va recréer un imaginaire érotique. Si on a compris l'idée, pour créer, il faut quoi? Imaginer. Si on n'y arrive pas à imaginer, à fantasmer, à nous-mêmes créer des fantasmes, eh bien, on va s'aider, par exemple, par des lectures. Les lectures de livres érotiques, de nouvelles érotiques, ce que vous voulez, c'est le top parce que vous lisez de la sexualité. Donc, le cerveau, il va transformer les mots en images. Et du coup, tu vas avoir des scènes qui vont apparaître dans ta tête et en même temps des scènes que tu entends. Parce que le porno, des fois, tu regardes, combien j'en ai qui regardent du porno et qui après, quand ils ont fini, me disent, ça me dégoûte ce que j'ai regardé. Parce que le cerveau, il demande toujours plus. Donc, ils arrivent dans des catégories qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent. La violence, le viol, des fois avec les animaux. Enfin, il y en a, ils arrivent à des trucs. Et ils me disent, mais je suis dégoûté quand j'ai terminé. Mais leur tête va redemander à y aller parce que elle sait faire que ça. Et quand ils créent, quand ils vont commencer à créer, ils sont loin de ça. Loin de la pornographie. Mais donc, c'est vraiment toute la place de l'imaginaire, quoi. Oui, l'imaginaire érotique est fondamental. Mais donc, dans le cadre de, voilà, des personnes qui ont été touchées par la maladie, par des grandes épreuves et tout ça, où on parle de cette libido avec l'hormono qui quand même flingue complètement nos hormones, enfin, pour ne pas dire, les élimine totalement, parce que les œstrogènes sont quand même à la base de cette libido aussi. Donc, oui, donc en fait, comme la libido, elle est fortement altérée, voire elle disparaît à cause des traitements, ce qu'il faut, c'est pas arrêter son traitement, on est bien d'accord. Donc, on va passer au désir sexuel. Et moi, c'est comme ça que je fais avec mes patientes. La lecture, les lectures érotiques fonctionnent super bien. Uniquement s'il y a de la place dans la tête. Ça, j'y reviens. Parce que ça va créer une excitation en lisant. Hein. Mes patients me le disent, hein, hommes comme femmes. Hein. Ils me disent oui, c'est vrai que quand je lis, ça me titille un peu. Mais ça va pas plus loin que ça. Au début, ils me disent ça va pas plus loin que ça. Mais en même temps, dès qu'ils arrêtent de lire, c'est ah oui, il y a le traitement de main, il y a ça. On se remet à tourner, à cogiter. Donc, si vraiment vous sentez que dans votre tête il y a plus de place, on va faire le vide avec un psychologue. Mais quand il y a de la place, quand on est apaisé, ça marche super bien. Et encore plus de lire avant de s'endormir. Parce que le soir, on va être apaisé, on va lire, le sommeil va arriver, le cerveau va retraiter ces informations-là. Et moi, mes patients me disent, je fais de nouveau des rêves érotiques. Et en fait, là, c'est bon, on a gagné. Parce que le cerveau retrouve sa création, retrouve sa capacité à imaginer de la sexualité, recrée du fantasme, et tout doucement, le désir sexuel, il monte parce que je fais mes braises dans ma cheminée. Et quand je vais mettre une bûche, ça va flamber. Mais j'aime bien parce que alors, même s'il n'y a pas de lecture, en fait, je trouve que alors, je lis ici, l'imaginaire érotique constitue la faculté qu'une personne a de s'auto-érotiser mentalement par la création de fantasmes. Je trouvais que c'était très bien. Et tu parles, en fait, de petits exercices
tu vois, un premier exercice, un deuxième exercice, un troisième exercice, c'est pas spécialement de la lecture. Est-ce que tu peux nous en parler? J'imagine que tu t'en souviens, c'est dans ton livre. Une évidence. Tu t'en souviens ou pas? Bon, dis-moi juste lesquels c'est parce que Ah oui, j'adore, ça c'est rigolo. lesquels je Ouais, mets. t'as écrit tellement de livres. Ah, mais je Alors, suis atroce. premier exercice basé uniquement sur le fantasme, l'endroit Ah, agréable. d'écrire. Voilà. Le deuxième exercice, tu vois, je te dis, mais je comprends. Si t'as écrit plein de Vas-y. livres, l'écriture d'un scénario. Ouais. Et le troisième exercice, la méditation érotique. Et là, pour des couples peut-être qui n'ont jamais peut-être acheté une petite bande dessinée un peu érotique et qui sont un peu gênés, puis elle est pas bien avec toutes ces mutilations et tout ça, qu'est-ce que tu peux donner comme petit exercice facile où s'il y a de la gêne, il y a peut-être moyen de briser cette gêne. C'est sûr que des fois, des lectures érotiques, il y a des personnes qui n'osent pas parce que voilà, il y a des tabous. S'ils ont jamais fait, c'est peut-être Ouais. difficile de passer le pas. Exactement. Il y a des choses qui sont bien, c'est d'aller rechercher soit des fantasmes qu'on avait avant, parce que ça, on en a eu, hein, on en a tous eu des fantasmes, donc d'aller les réinvestir, ou alors, pourquoi pas un souvenir, de partir d'un souvenir. Parce que des fois, c'est plus facile de repartir de quelque chose de vécu, qu'on a vraiment apprécié, pris beaucoup de plaisir, et après de reconstruire. Il y a un exercice qui est pas mal où je demande aux personnes de créer leur scénario, parce qu'en fait, si on est un peu gêné avec la sexualité, qu'il y a un peu de tabou, si on lit, ça nous met mal à l'aise, là, on va créer, on va être acteur. Donc, du coup, on imagine un lieu, on imagine une temporalité, je sais pas, est-ce qu'on préfère le soir, est-ce que on préfère le matin, est-ce que c'est un coucher de soleil qui va aussi nous apaiser, nous apporter un bien-être. C'est-à-dire de créer tout un scénario et d'être avec une personne qu'on a choisie, sur une personne avec qui le fantasme fonctionne bien. Ça peut être le ou la partenaire, mais honnêtement, c'est pas obligatoire. D'accord? C'est vraiment pas obligatoire. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin non plus d'être identifiée. C'est-à-dire d'être dans quelque chose plutôt de sensation au niveau corporel, de vécu, de ressenti. Donc d'imaginer la chaleur de la peau de l'autre, le contact physique, comment on aime être caressé. Ça peut partir d'un massage. C'est-à-dire partir de quelque chose qui peut être un petit peu loin de la sexualité, et tout doucement ramener, et après vous laissez faire votre tête qui emmène vers une excitation et qui va transformer et imaginer derrière dans la sexualité. Mais pour aller chercher ça, des fois on peut partir sur un autre contexte. Le coucher de soleil. C'est vraiment le pouvoir de l'imaginaire. Et il y a quand même des podcasts qui sont bien, en fait, hein, des méditations érotiques, juste dans la suggestion, qui n'ont rien à voir avec la pornographie, qui sont juste agréables. D'ailleurs, je me demande bien, c'est sur ta page, qui sera sur mon site, on pourrait peut-être mettre quelques podcasts, suggérer quelques podcasts qui peuvent être d'une grande aide. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a des histoires racontées, des choses comme ça, oui. Les histoires racontées, les scénarios vécus, enfin des choses comme ça où peut se laisser dicter. On peut avoir aussi une sorte de relaxation, méditation tout autour où on suit, où on va nous amener tranquillement sur les sensations corporelles. Quand vous êtes allongé, ressentir la chaleur dans le corps, la chaleur elle peut se balader, on peut la diriger vers les organes génitaux, qu'est-ce que ça nous procure. En fait, on a tout ça, on peut se faire guider, hein, comme une méditation, ou alors on peut nous-mêmes, quand on sait faire, se guider sur ça. C'est comme l'hypnose, on peut se laisser guider comme on peut faire de l'auto-hypnose. Donc il y a plein de choses qui existent, qui fonctionnent très très bien. Faut juste l'autoriser. Et enlever tous ces tabous qu'on a autour de la sexualité. Notre tête fait absolument ce qu'elle veut. Faut la laisser faire, faut pas avoir de tabou. On ne fait de mal à personne dans notre tête. Donc, si on veut imaginer, je sais pas, qu'on a un rapport sexuel où on est 3, on le fera. C'est pas parce qu'on l'imagine qu'on le fera. Il y a des gens qui me disent, mais si je fantasme sur ça, je vais le faire. Oh non. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on imagine. Enfin, moi, des fois, j'imagine que je vais m'envoler dans le ciel, je vais jamais essayer. Il y a des choses comme ça, on va pas passer à l'acte. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fantasme, on imagine ou on veut certaines choses qu'on fait tout. Je dirais, tiens, je veux être une star de cinéma, je vais pas plaquer mon métier et partir parce que je fantasme d'être une star de cinéma. Enfin, la réalité comme nous tu dis, on fait ce qu'on veut avec notre tête et on pense à qui on veut et voilà, si ça peut nous aider le couple, exactement, tant mieux. La finalité, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on cherche derrière. Si on se dit, moi, je veux remonter ma libido, mon désir sexuel pour mon couple, pourquoi culpabiliser de tout faire
Alors que la finalité, c'est pour améliorer la situation du couple et la vie sexuelle du couple. Donc, faut arrêter avec la culpabilité. Comme tu disais tout à l'heure, il y a du sexe absolument partout. On vend un parfum, il y a du sexe. On vend C'est fou. un rouleau de papier de toilette. Et fois, il y avait l'affiche avec cet homme complètement bien dessiné sur le corps, parce qu'il faut vraiment jeune, bien dessiné, pas un poil de la tête aux pieds, et avec un rouleau de papier toilette juste sur les parties intimes. Pour vendre du papier toilette, faut peut-être pas pousser quand même. Peut-être pas pousser. Et par contre, quand on dit il faut parler de santé sexuelle dans le domaine de la santé, d'éducation à la sexualité à l'école, on a des freins énormes, donc on est un petit peu hypocrite dans tout ça. On met du sexe partout, on veut qu'il y ait du sexe partout, sauf où il faut dans l'éducation et dans la santé. Quel serait ton message à des ados, en fait, maintenant? Bon, c'est vrai qu'on sort un peu de la ligne éditoriale, mais je trouve que c'est important. Quel serait ton message à des jeunes filles de 14, 15, 16 ans, à des jeunes gens aussi de cet âge-là? À cet âge-là, qui s'écoutent et qui se respectent. Qui aillent déjà que ces deux-là et qui communiquent derrière. Parce que je vois trop de jeunes, trop de jeunes qui ont une sexualité pas pour eux, qui ont une sexualité pour répondre à ce qu'ils ont, la vision de la sexualité, donc la pornographie, Oh, c'est ou terrible. pour l'autre. Il faut vraiment que les jeunes, ils s'écoutent soi-même. Déjà, quand je demande à des personnes, mais vous désirez quoi sexuellement parlant? Il y a plein de gens, ils savent même pas. Donc, je pense qu'il faudrait déjà Donc, le message, c'est déjà se connaître et de savoir ce qu'on aime, quoi. d'écouter ses désirs, d'être capable d'en parler dans son couple ou avec la personne avec qui on est. Et c'est surtout cette communication qui est centrale. On ne devrait pas passer à l'acte comme ça. Je veux dire, on devrait un minimum savoir ce que l'on peut tolérer dans la sexualité. C'est pas normal que j'entende des jeunes filles qui me disent, pendant une fellation, il me tient la tête. Mais est-ce qu'il t'a demandé de te tenir la tête? Est-ce que tu lui as dit que tu aimais ça? Non. Et après, l'éjaculation, elle est pas prévenue, quoi. Arrêtons 2 minutes. Ce non-respect. Mais donc toi, tu dois récupérer quand même des jeunes qui sont dans des... Bon, c'est vrai qu'on sort un peu de la maladie, mais tu dois récupérer des jeunes qui sont quand même dans des états pas toujours... En fait, le pire, c'est ce qui est atroce, c'est qu'on a réussi avec la pornographie à faire croire que c'était normal. Donc, je reçois les jeunes dans cet état qui arrivent, qui me disent, je suis nul au lit. Parce que, là, j'ai une gamine de 16 ans l'autre jour, parce que son copain lui a dit, il a 19, il a dit, c'était pas terrible, il l'a pas dit avec ces mots-là, mais bon, j'ai pas pu sodomiser et t'as pas avalé. Premier rapport sexuel, elle était, soi-disant, vierge, entre guillemets, à 2. Donc, elle était vierge. Premier rapport sexuel, elle se dit, mais c'est pas fait pour moi, le sexe. Parce que j'ai pas envie de faire ça pour l'instant. Elle le fait pas. Parce que si elle se plie à le faire pour se dire, faut que je sois comme tout le monde, c'est une bêtise. Mais c'est ça, en fait. C'est pas vécu comme des violences. Pas toujours, hein. Des fois, ça l'est, mais c'est pas forcément vécu comme une violence. Mais on arrive à faire croire aux jeunes que c'est pas bon. Moi, j'ai un couple, d'une vingtaine d'années, ils pratiquent hétérosexuels, qui pratiquent la sodomie régulièrement. Et en fait, quand je les sépare et que je les questionne sur leur pratique, les deux n'aiment pas ça. Ils en ont jamais parlé. Ils le font parce que dans les pornos, ils voient que c'est systématique et ils pensent que c'est obligatoire. Lui, le gars, il me dit, moi, c'est pas mon délire, hein. Et elle déteste ça. Mais ils le font. Communication. Alors, c'est vrai que si on retourne un peu dans notre préoccupation maladie chronique et tout ça, communication aussi. Et finalement, voilà, s'il y a très peu de sexualité, et c'est finalement un problème pour aucun des deux, mais c'est simplement, il y a des standards et tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, surtout qu'ils ont une sexualité, les gens. Ils ont de la tendresse, ils ont de l'amour, ils ont des caresses, ils ont des baisers. Donc, quand on leur demande s'ils ont une sexualité, ils ont juste à dire oui, ils en ont eu. Ce qu'ils font pas avec les autres dans la rue ou les autres dans leur cercle amical, familial, c'est leur sexualité. Donc, quand les gens vous demandent si vous avez des rapports sexuels, oui, vous en avez. Vous avez votre sexualité. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast, Sébastien, branché plus, voilà, si tu avais un message, peut-être un message pour les femmes qui ont un cancer du sein, puis les femmes, tout type de cancer aussi, parce que bon, il y a des cancers quand même qui touchent ces zones, les zones génitales, les zones anales, toute cette région-là, c'est quand même très compliqué. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des podcasts avec Dr Putmans qui a parlé du laser vaginal, avec Marion Pomerol qui a parlé, qui est sexologue à Gustave Roussy. Donc il y a d'autres ressources aussi sur le podcast, mais voilà, si tu voulais clôturer, ou plus que clôturer, mais oui, j'ai envie de dire à toutes ces femmes où le corps a été fortement altéré, très mis à mal, l'image du corps est compliquée, d'être bienveillante envers elles-mêmes, en fait. Parce qu'on parle de bienveillance pour les autres, faut être bienveillant envers soi-même. Qu'elles écoutent leur partenaire quand ils disent « mais je te trouve belle »,
mais je t'aime comme ça. Parce que moi, elle me dit, c'est pas possible. Avec les cicatrices que j'ai, il peut pas me trouver belle. Mais pourquoi vous voulez pas le croire? Il faut croire un peu. La personne, elle est pas partie. Donc, si elle reste avec vous, c'est qu'elle vous aime. Et c'est que le corps, là, il a été changé, mais on n'épouse pas un corps. Sinon, on changerait toutes les 5-6 ans, on change vite quand même. Donc, on changerait très vite. Il n'y aurait pas besoin d'une maladie. Donc, qu'elles soient bienveillantes envers elles-mêmes et qu'elles écoutent leur partenaire. Mais c'est chouette ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça vient souvent de nous, en fait. On n'a plus qu'un sein, on n'a plus de sein, on a des cicatrices, on est balafré. Ça vient de nous, en fait. C'est important de s'aimer soi-même pour pouvoir laisser l'autre nous aimer. Sinon, c'est compliqué. Donc, il faut apprendre à s'aimer soi-même et à reprendre le dessus, se réapproprier son corps, le réinvestir vraiment, le trouver beau. Et comme ça, c'est plus facile dans la sexualité avec l'autre. Et tu conseilles à toute personne, couple, même personne seule et tout ça, quand même de consulter si c'est une préoccupation, parce que déjà mettre des mots sur les mots, c'est déjà énorme. Hein. Tu disais les épaules des gens là qui tombaient tout à coup, ça vaut la peine. Hein. Oui, il faut consulter. C'est pas faire des thérapies. Même les psychologues, on n'est pas tous on n'est pas dans des démarches de faire des thérapies. C'est juste qu'à un moment donné, il y a peut-être un questionnement, il y a peut-être des choses qu'on comprend pas. Mais il y a des professionnels pour ça qui sont là. Moi, combien de fois je vois les gens qu'une ou deux fois et ça suffit. Voilà. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, on n'est pas fou ou folle d'aller voir un psychologue, d'aller voir un sexologue. Par contre, on prend soin de soi. On sait qu'il y a un truc là, je ne comprends pas. Il y a des professionnels pour ça. Je vais aller voir. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Vous n'êtes jamais dit, je suis pas bien d'aller voir un médecin. On y va automatiquement. Ben, donc, bien sûr. Allons voir les professionnels qui sont là pour ça. Sinon, il y en aurait pas. Écoute, merci Sébastien. J'aimerais en fait inviter les gens à acheter tes livres. Ici, il y a un exercice à faire à deux qui est le Sensate Focus. Eh bien, je le mettrai sur la page du site. J'en ai beaucoup entendu parler aussi de Dr Marion Pomerol qui m'a dit le Sensate Focus c'est formidable. Toutes des petites étapes pour se retrouver. Merci tout cœur. Et je pense que ce podcast aidera beaucoup de monde. Merci en tout cas pour ton engagement et tout ce que tu fais. Merci, je t'en prie. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.